Notre cerveau biologique c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu de l'évolution quand on y pense. Ah oui, totalement. C'est une machine fascinante. Mais c'est une machine paradoxale. Je veux dire, on est capable de concevoir la physique quantique, de composer des symphonies grandioses. De construire des fusées? Voilà, exactement. Mais à côté de ça, notre cerveau est chroniquement incapable de retenir un code Wi-Fi pendant plus de 10 secondes. Ou un numéro de réservation d'hôtel? C'est le grand drame de la condition humaine. Mais pourquoi? Pourquoi cette machine si parfaite échoue-t-elle de manière aussi spectaculaire sur des choses aussi basiques? En fait, c'est un paradoxe, oui, mais c'est surtout la clé pour comprendre notre propre fonctionnement. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est une spécialisation. Une spécialisation, c'est-à-dire. Notre cerveau n'a jamais été conçu par l'évolution pour servir de base de données statique. Biologiquement parlant, la mémorisation brute de faits isolés, sans contexte émotionnel ou spatial, c'est une anomalie. Ah, je vois. Le cerveau est une machine à relier des concepts, à anticiper des dangers, à innover. Quand on le force à retenir une suite de 16 chiffres ou une heure d'embarquement, c'est comme si, c'est comme si on utilisait un processeur de pointe pour faire le travail d'un vulgaire disque dur. C'est du gaspillage d'énergie en gros. Exactement. Et ça remet beaucoup de choses en perspective par rapport à notre exploration. Tout à fait. Et ça fait parfaitement le lien avec la réflexion que nous poursuivons en ce moment. Parce que lors de nos précédentes discussions, on a longuement parlé de la gestion des verbes de notre vie. Les actions, oui. Ouais, les actions. On a vu comment maîtriser ça avec un gestionnaire de tâches et on a vu comment dompter notre temps avec un calendrier structuré. On a mis de l'ordre dans le mouvement, en fait. C'est joliment dit. Mais si on s'arrête là, le système reste fragile, non? Ah bah oui, parce qu'il manque une pièce majeure. Il manque la gestion des noms. Les noms. Les données statiques, les documents de référence, les polices d'assurance, les articles de recherche, les reçus, bref, toute cette matière première informationnelle, qui ne demande pas d'action immédiate. Mais qui est indispensable pour avancer. C'est ça. Et c'est l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui. Comprendre comment se bâtir un vrai cerveau auxiliaire, un système de confiance. Alors, juste avant de plonger là-dedans, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Je t'écoute. Pour ceux qui se posent la question et qui s'inquiètent de perdre leur vivacité d'esprit, est-ce que le fait de sous-traiter notre mémoire à un outil technologique, ça ne va pas nous rendre intellectuellement paresseux? C'est une peur très courante? Bah oui, n'y a-t-il pas un risque de devenir tellement dépendant de ce cerveau externe qu'on ne saura plus rien faire par nous-mêmes? C'est une objection légitime. Mais il faut regarder ça sous le prisme de l'histoire humaine. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain dépend de ses outils pour compenser ses limites physiques. Sans pour autant s'affaiblir. Voilà, l'invention de la charrue n'a pas rendu l'humain faible. Elle lui a permis de rediriger son énergie physique vers autre chose, vers la construction de civilisation par exemple. Donc avec l'information, c'est la même chose. C'est exactement le même mécanisme. Tenter de tout mémoriser aujourd'hui dans un monde où le volume de données double presque tous les mois, c'est comme essayer de faire de la chirurgie avec un couteau suisse. Au lieu d'un scalpel. Oui, Ah, le scalpel ne rend pas le chirurgien incompétent, il prolonge sa précision. d'accord. Donc ce cerveau auxiliaire ne remplace pas notre intelligence, il crée les conditions pour qu'elle puisse s'exprimer. J'aime beaucoup cette idée. C'est essentiel de le voir comme ça. Surtout quand on pense à la fameuse métaphore de la mémoire vive, la RAM d'un ordinateur. Si je garde en tête que je dois racheter du lait, que mon passeport expire bientôt et que je dois retrouver une facture, ce sont plein d'onglets ouverts. En arrière-plan, oui. Et on le sait très bien, trop d'onglets ouverts, ça fait planter la machine. Et c'est même pire qu'un simple ralentissement. En psychologie cognitive, il y a un concept qu'on appelle l'effet Zagarnik. L'effet Zagarnik, c'est ça. Oui. Ce principe démontre que notre cerveau retient beaucoup mieux les tâches inachevées ou les informations non classées que celles qui sont terminées. Ah oui, les fameuses boucles ouvertes. Exactement. Ces informations en suspens, elles agissent comme des boucles qui drainent notre énergie mentale en permanence. Et la conséquence directe, c'est qu'on perd notre capacité à être pleinement présent. Genre, on écoute un ami nous parler, mais au fond de notre esprit, on cherche encore où est rangé le contrat d'assurance. C'est tout à fait ça. C'est pour cela qu'externaliser n'est pas juste un truc de bureaucrate. C'est une nécessité psychologique pour retrouver sa clarté d'esprit. Bon, très bien. On comprend le bénéfice cognitif, on veut fermer ces boucles. Le problème, et je pense qu'on l'a tous vécu, c'est le passage à la pratique. Ah, la mise en place.
C'est tellement facile d'ouvrir une application de notes, d'y jeter tout ce qui nous passe par la tête et de se retrouver 6 mois plus tard avec un énorme tiroir à bric-à-brac numérique. Le fameux cimetière numérique. Voilà, une poubelle virtuelle où chercher un truc prend plus de temps que de simplement redemander l'info. Comment on évite ce piège? Ce cimetière numérique, c'est vraiment le destin de 90% des systèmes qui manquent d'architecture. Si on jette l'information sans structure, on ne fait que déplacer le stress. On le cache sous le tapis, en gros. C'est ça. Et c'est là qu'intervient la notion d'architecture de l'information. Et curieusement, plus la structure est simple, plus elle est robuste. Simple comment? Les concepts qu'on analyse aujourd'hui proposent une hiérarchie à 3 niveaux seulement. C'est très épuré. Seulement 3 niveaux. Oui. La base, c'est la note, donc le document en lui-même. Ensuite, ces notes sont regroupées dans des carnets. Et enfin, ces carnets sont rassemblés dans des piles de carnets. Attends, je t'arrête sur ce point. Cette structure hiérarchique des notes dans des carnets, eux-mêmes dans des piles, ça semble extrêmement rigide, non? Ça peut en donner l'impression, oui. N'est-ce pas exactement le genre de système étouffant qui décourage les gens au bout de 3 jours? Pourquoi s'enfermer dans des boîtes plutôt que d'utiliser des étiquettes flottantes, des tags, comme on fait beaucoup aujourd'hui? C'est marrant que tu soulèves ça parce que c'est le cœur du débat le plus fascinant dans l'organisation numérique. L'affrontement entre les dossiers, donc les carnets, et les étiquettes. Des tags, hein, ouais. Beaucoup pensent que la rigidité des dossiers est dépassée. Mais il faut comprendre les mécanismes neurologiques qui se cachent derrière ces deux approches. C'est-à-dire, quelle est la différence pour notre cerveau? Utiliser des carnets, c'est s'appuyer sur notre mémoire spatiale. Pendant des centaines de milliers d'années, la survie de l'être humain a dépendu de sa capacité à savoir où se trouvaient les ressources. On navigue spatialement, c'est vrai, on sait instinctivement où est la cuisine dans la maison. Exactement. La philosophie des dossiers reproduit cette bibliothèque physique. On va dans un espace dédié pour trouver une ressource. Et les tags alors? À l'inverse, utiliser des étiquettes, c'est s'appuyer sur la mémoire de rappel. Il n'y a pas d'espace physique. Tout est dans un grand vide virtuel et il faut se souvenir du mot-clé exact pour invoquer l'information. Ah, je vois le piège. Si j'ai enregistré un document il y a 6 mois avec le tag véhicule, mais qu'aujourd'hui je tape voiture dans la recherche, je ne trouve rien du tout. Précisément, ta mémoire de rappel te fait défaut, alors que ta mémoire spatiale t'aurait naturellement guidé vers un carnet nommé transport. C'est bluffant. Et j'imagine que quand on est stressé ou fatigué, c'est encore pire. Sous l'effet du stress, la mémoire de rappel s'effondre totalement, tandis que la mémoire spatiale reste beaucoup plus résiliente. C'est pour ça qu'une structure qui paraît rigide au départ crée une vraie fluidité sur le long terme. Ce qui nous ramène à ce principe fondamental dont on avait déjà parlé. Une place pour chaque chose, et les choses similaires vont ensemble. C'est exactement ça. Et pour lier ça à notre architecture, les fameuses piles de carnets dont je parlais, elles devraient logiquement correspondre aux grands domaines de responsabilité de la vie. Ce qu'on a déjà identifié auparavant. Absolument. Le système devient intuitif parce qu'il reflète vos vraies responsabilités. Une pile pour le domaine personnel, une pour la famille, une autre pour le travail. D'accord, c'est très visuel. Et dans la pile famille, on aura par exemple le carnet santé ou le carnet vacances. Et c'est dans ce carnet vacances qu'ira naturellement la note de confirmation de l'hôtel. L'information a une adresse précise. Mais que se passe-t-il dans les cas limites? Imaginons que je lise un article sur l'impact des voyages sur la santé mentale. Cas classique. Ça va dans voyage ou dans santé? C'est souvent là qu'on commence à paniquer et que le système bloque. C'est une excellente mise en situation. Et la règle d'or pour résoudre ce conflit est simple. Chaque note ne peut avoir qu'un seul domicile fixe, un seul carnet, mais elle peut posséder plusieurs attributs facultatifs, les étiquettes. Ah, donc on mixe les deux approches. Voilà, on choisit le carnet principal en fonction de son utilité la plus probable, disons santé, et on lui ajoute l'étiquette voyage. C'est brillant. On bénéficie de la sécurité de la mémoire spatiale pour la base, tout en gardant la souplesse du moteur de recherche pour croiser les données. Une seule maison, mais plusieurs chemins pour y arriver. Une maison pour chaque information. C'est super sécurisant comme image. Mais passons à l'étape suivante, parce que c'est là que ça se corse dans la vraie vie. La capture. Ouais, on a nos belles étagères numériques, notre architecture est parfaite, mais au quotidien, l'information n'arrive jamais de manière ordonnée. C'est clair. On lit un truc génial dans le métro, on reçoit un document fiscal en pleine réunion, on a une idée sous la douche. Si le processus pour ranger tout ça est trop lourd, on ne le fera pas. La friction. C'est l'ennemi numéro 1. Si on doit déverrouiller le téléphone, ouvrir l'application, naviguer dans 3 sous-dossiers, créer une note, taper le texte, l'idée est déjà morte.
Ou alors on se dit « je le noterai ce soir » et bim, la boucle de l'effet Zeigarnik repart. C'est le piège. Le secret, c'est d'instaurer une habitude de capture totalement dépourvue de friction. Zéro effort. La littérature sur le sujet insiste vachement là-dessus. Il faut multiplier les portes d'entrée de ce cerveau auxiliaire. Exactement. Transférer un email d'un simple clic, utiliser l'appareil photo pour scanner un reçu à la sortie du resto, faire un mémo vocal en marchant. Le mot d'ordre, c'est l'instantanéité. L'objectif, c'est de découpler totalement la phase de capture de la phase d'organisation. Ce sont deux processus cognitifs différents. Différent comment? La capture doit être un réflexe aveugle. On attrape l'information au vol, on la sécurise, sans se demander à ce stade dans quel carnet elle ira. L'organisation, par contre, demande du contexte et de la réflexion. Et ça, on ne l'a jamais sur le moment. Mais attends, c'est là que j'ai une vraie réserve. Pour ceux qui ont déjà, je sais pas, 4000 emails non lus, l'idée de rajouter une nouvelle zone à remplir frénétiquement, ça a de quoi angoisser. Je comprends. Si on capture des idées, des photos floues, des mémos à la volée sans les classer, on crée exactement le chaos numérique qu'on essaye de fuir, non? Si je dicte chaise bleue projet X en conduisant, j'en fais quoi après? C'est la faille classique de ceux qui capturent sans filet de sécurité. Et c'est précisément là qu'intervient la pièce maîtresse du système. La fameuse boîte de réception email. L'inbox, oui. Cette boîte n'est pas un espace de stockage. C'est un sas de décontamination. Un sas de décontamination, j'adore le terme. Tout ce que vous capturez aveuglément atterrit obligatoirement dans ce sas unique. La note vocale bizarre sur la chaise bleue y va. Le reçu scanné y va. Mais ça reste un dépotoir si on n'y touche pas, on est d'accord. Ah bah complètement. L'inbox ne fonctionne que s'il y a une implication comportementale stricte, le rituel du traitement hebdomadaire. Sans ce rituel, le système meurt. C'est le moment de faire le ménage. Une fois par semaine, à froid, dans un moment de calme, on ouvre ce sas. Et face à chaque note, le processus de décision est binaire et implacable. C'est l'heure du jugement pour nos notes. C'est ça. Soit en jette, soit en classe. C'est tout l'avantage du traitement différé. Avec quelques jours de recul, l'idée géniale notée à la hâte s'avère souvent inutile. Et dans ce cas, poubelle. Poubelle sans état d'âme. C'est le premier filtre psychologique. Mais si l'information a toujours de la valeur, alors, et seulement alors, on la renomme proprement et on la déplace dans le bon carnet. Je comprends mieux la mécanique de cette boîte de réception. Elle protège nos carnets définitifs de la pollution, en fait. C'est exactement son rôle. C'est un espace de maturation. En séparant l'acte instinctif de capturer de l'acte intellectuel de classer, on supprime la friction au quotidien. Tout en gardant une architecture hyper propre sur le long terme. Et le soulagement psychologique quand cette boîte de réception se vide, c'est immense. Ce n'est pas qu'une tâche administrative, c'est une déclaration à votre propre cerveau. Une déclaration finale. Oui, on lui dit que tout est sous contrôle, qu'aucune boucle n'est restée ouverte et que l'information importante est en sécurité. Ce qui nous ramène à la véritable essence de toute cette démarche. Au fond, derrière l'élégance technique des dossiers et des rituels, quel est le bénéfice fondamental? Le but ultime, ce n'est jamais l'organisation pour l'organisation, c'est la paix de l'esprit. C'est vrai qu'on souffre tous d'une anxiété informationnelle latente. La peur constante d'oublier un truc, de rater une donnée cruciale, de perdre le contrôle. Ce bruit de fond est épuisant. En bâtissant ce cerveau auxiliaire, on construit une forteresse contre cette anxiété. On transfère le fardeau à la machine. Pour rendre à l'esprit humain sa légèreté originale. Rendre à l'esprit sa légèreté. C'est une perspective géniale. Parce que si on libère toute cette fameuse mémoire vive, si on arrête de retenir des listes de courses ou des échéances fiscales, on se retrouve avec un espace mental soudainement vaste. Et la vraie question devient, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? C'est ça le vrai potentiel. La productivité, ce n'est pas entasser plus de choses dans sa journée. C'est créer de la place pour ce qui a véritablement du sens. Quelle connexion créative on pourrait faire, quelle réflexion profonde on pourrait cultiver dans un esprit enfin apaisé. Avoir les mains libres, c'est se donner l'opportunité d'être réellement présent. Présent pour ses proches, pour ses projets ambitieux, c'est le passage de la survie informationnelle à la véritable intentionnalité. Bon, évidemment, avoir mis en place ces structures aujourd'hui, c'est une grande victoire. Mais le défi qui se profile, c'est l'usure du temps. Ah, la réalité du quotidien. Les systèmes parfaits ont tendance à s'effriter. Maintenir cette machine bien huilée, cultiver la constance pour éviter que le cerveau auxiliaire ne prenne la poussière, ce sera l'enjeu crucial de nos prochaines étapes. Sans entretien, même la meilleure architecture finit par céder. L'entretien des habitudes sera vraiment la ligne de démarcation entre une théorie séduisante et une transformation durable. C'est une dimension que l'on ne manquera pas d'explorer, pour s'assurer que notre forteresse reste imprenable face au chaos ambiant.
Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.